Super. Nous sommes de retour pour la première cérémonie des coups de cœur de la jeunesse de Change Now. Vous pouvez vous applaudir parce que vous allez monter sur scène. Et c'est une première. Chaque classe va être appelée pour faire une revue de presse. Donc c'est marrant parce qu'on a fait quand même une petite sensibilisation aux fake news. Donc vous allez pouvoir montrer sur scène pour voir et pour montrer à tout le monde ce que vous pouvez faire. Et après avoir présenté votre revue de presse, vous allez élire le projet. Donc j'ai la liste des projets gagnants. J'espère que vous avez eu le temps. Est-ce que vous avez eu le temps de leur dire qu'ils avaient gagné? Non? Qui a main levée? Qui leur a dit? Ok. Bon, ça me laissera un petit temps pour leur annoncer demain. Et le principe est simple. Sur ce qui va se passer, quand je vais vous appeler, je vais quitter la scène. Ici, c'est votre plateau et comme vous avez pu le voir, le jingle dure un peu longtemps. Donc vous arrangez les chaises comme vous voulez et vous prenez le nombre de micros nécessaires. Vous êtes ici chez vous pendant 6 minutes. Si vous avez besoin de lancer des vidéos, vous pouvez lancer le mot de code et nous allons regarder des images. Donc il y a quand même pas mal de projets où il y a des vidéos, notamment je vous le dirai en temps et en heure. Et moi, je passe vos slides qu'on a fait ensemble. Est-ce qu'avant de commencer, vous avez des questions? Ah, vous n'avez pas le droit de bouger les chaises. Donc vous vous asseyez sur les chaises, mais pour des raisons de synthé, parce que ça va être enregistré. Vous les laissez telles quelles, mais vous pouvez vous mettre où vous voulez. Hyper important. Je vous demande la plus grande sympathie, bienveillance pour celles et ceux qui ont le courage de monter ici, parce que vous allez le voir, ça fait quelque chose d'avoir autant de personnes qui vous regardent. C'est une première fois, et les premières fois, c'est fait pour apprendre et oser, et pour se dire qu'on est capable de le faire. Est-ce que vous êtes prêts? Parce que maintenant, il va falloir montrer que vous êtes là pour vos camarades, et regardez, elles sont déjà là, celles du premier lycée. Donc pour ouvrir cette cérémonie des coups de cœur de la jeunesse, dans la catégorie économie circulaire, j'appelle Mélissa et Marie du lycée René Cassin. Faut que tu le mettes très près, tu as juste à le mettre près de ta bouche. Juste très, vraiment, faut le mettre. Alors bonjour, donc bienvenue. Donc aujourd'hui, on va s'intéresser à l'entreprise 1083 et on va aborder du coup le thème de l'économie circulaire. Donc tout d'abord, on va mettre des bases. Qu'est-ce que l'économie circulaire? Donc l'économie circulaire, ça consiste en gros à produire des biens et des services de manière durable tout en limitant toute consommation et gaspillage des ressources et toute production de déchets. Il faudrait donc rompre avec l'économie linéaire qui consiste, elle, à fabriquer, puis consommer, puis jeter. Il faut savoir aussi que le gouvernement s'est engagé avec la loi anti-gaspillage. Donc bonjour Marie, tu as donc enquêté sur cette entreprise, je te laisse donc la parole. D'abord, est-ce que tu sais combien de litres d'eau il faut pour fabriquer un jean? Je sais pas, je dirais 2000. Non, il en faut entre 10 000 et 11 000. Pour éviter de consommer autant d'eau, la marque 1083, créée par Thomas Urias en 2013, a décidé de créer une nouvelle gamme de jeans, les jeans infinis. Alors, en quoi cette gamme de jeans fait partie de l'économie circulaire? Il faut savoir que la fabrication d'un jean, en plus de consommer beaucoup d'eau, pollue énormément. La marque a donc décidé de créer une nouvelle gamme grâce à la récupération de jeans que les clients leur renvoient pour en fabriquer de nouveaux. Par contre, les jeans qui ne font pas partie de cette gamme sont fabriqués de façon classique, mais ils sont fabriqués en France avec du coton bio qui vient de Tanzanie, où l'irrigation est raisonnée. Ce coton ne pollue donc pas le cycle de l'eau. Et du coup, y a-t-il un large choix au niveau des jeans et est-il accessible financièrement à tous? Ils ne sont pas accessibles financièrement à tous parce qu'ils coûtent à partir de 129 €. Et le prix prend 10 € de consigne pour pouvoir le renvoyer. Et la marque ne fait ni de Black Friday ni de solde parce qu'ils disent qu'ils vendent leurs jeans au juste prix tout au long de l'année. Il y a seulement 3 modèles de jeans pour les hommes et 3 modèles de jeans pour les femmes. Et il n'y en a aucun pour les enfants, mais dans cette marque, il y en a d'autres, mais pas dans cette gamme-là.
Et il y a seulement une seule couleur, mais par contre, les tailles vont du 34 au 50 pour les femmes et du 36 au 50 pour les hommes, et on peut choisir la longueur du jean. Comment font-ils pour financer cette entreprise? Ils reçoivent des aides de l'État et ils ont 2 principaux investisseurs. Et du coup, dernière question, y a-t-il des bénéfices? En 2021, ils ont fait un bénéfice de 166 400 €. Merci beaucoup pour ton intervention. Donc j'avais une petite question pour le public. J'aimerais savoir qui serait pour acheter ces jeans à main levée. Si vous voulez pas, c'est pas grave, mais juste à main levée, qui serait pour acheter ces jeans? Voilà. Merci. Ah, ils sont gentils dans la classe. On se lève ou pas pour le prix? Merci. Bravo Mélissa. On a fait. Alors du coup, donc tout à l'heure, on a fait un tour dans les différents stands et du coup, on a sélectionné un projet. Donc maintenant, on va vous expliquer en 2 points quel projet on a choisi. Donc on a choisi le projet Saïti. Vas-y, je te laisse. Alors c'est un projet qui fait des serviettes hygiéniques à partir de fibres de banane. Et on a choisi d'élire ce projet parce qu'ils font travailler des femmes en Inde qui ont besoin de travailler. Et une fois qu'on achète un paquet de serviettes hygiéniques, ils en donnent un à des personnes qui sont dans le besoin. C'est donc pour ces raisons que le projet qui remporte le prix Coup de cœur de la jeunesse du lycée René Cassin dans la catégorie économie circulaire est Saïti. Vous pouvez les applaudir. Bah oui. Merci. Et elles ont ouvert le bal et franchement, c'est le plus difficile. Donc on peut être super fiers d'elles, quoi. Vous l'avez vu, elles ont donné 2 raisons pour lesquelles elles ont voté pour ce projet. Et pour toutes les personnes qui vont venir expliquer, je trouve que c'est un bon fonctionnement. Petit détail, quand vous prenez les micros, vous les posez sur le menton, sinon on ne vous entend pas. Pour le prochain projet, je sais qu'il y a 2 vidéos. Donc n'hésitez pas à lancer la vidéo et il n'y aura pas le son, donc parlez sur votre vidéo. Donc pour enchaîner, sur la thématique du fashion responsable, veuillez accueillir du lycée Marie-Laurencin, Vincenzo, Sophie, Marie-Joséphine et Willen. Je vous en prie. Merci. Pas de soucis. Ils sont sur place. Donc quand vous lancerez la vidéo, n'hésitez pas à dire on regarde des images. Je pense que je vais aller en régie. Ça marche. Mais du coup, là, je dois parler en 360 ? Allez. Ouais, c'est bon, il y a une caméra en face de moi. Mais tu vas pas parler de vous? Du coup, c'est moi. Je vais monter que c'est sur mon téléphone. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Merci, c'est vous a dit. En tout cas, la planète, pas du tout. Nous, on vient d'un milieu extrêmement nocif pour les êtres humains et les animaux. On vient de la milieu de... Désolé, je bug un peu, manque de salive. Bref. C'est pas pro, voilà, c'est pas pro. Du coup, on vient du milieu de la mode. Et c'est un milieu qui pollue énormément. Heureusement, ces dernières années, des marques comme Nike se sont engagées à créer une collection qui est contre le réchauffement climatique. Et nous, on va vous parler de Nike. Et la gamme, elle s'appelle Move to Zero. Ok, donc Move to Zero. Le micro, colle-le comme ça. Move to Zero, en gros, c'est une collection de Nike. Et Nike, récemment, ils ont fait une nouvelle paire de chaussures qui a été faite avec des tissus recyclés. Et du coup, ils se sont inspirés du voyage d'Apollo dans l'espace pour faire la marque Nike, pour faire la paire Nike. Et du coup, quand... Oh mon Dieu. Ah, en même temps, il y a la vidéo explicative, le trailer.
en gros dans l'espace, les astronautes, quand ils partaient dans l'espace, ils n'avaient pas de ravitaillement sur eux ils n'avaient pas de ravitaillement sur eux, du coup ils se servaient de ce qu'ils avaient, et du coup Nike, ils se sont servis de ce qu'ils avaient déjà, donc des tissus déjà utilisés pour faire la paire, et c'est comme ça que ils ont fait la paire Space Hippie, et du coup c'est trop bien, voilà. Mais n'oublions pas qu'en 2000... Le micro colle comme ça, à chaque... Ok. Mais n'oublions pas, en 2011, Greenpeace a accusé Nike d'avoir acheté des textiles chez un fournisseur qui ont relâché des eaux usées toxiques dans la nature. Alors que Micro, Balmain, le micro. alors que Balmain et Evian, ils ont fait une collaboration pour non, j'ai dit Evian pour la honte. Collaboration était proposée pour proposer une approche plus durable de la mode écologique. Et à part rapport de la collaboration, et Balmain et Evian, ils ont créé une robe qui était montrée, comme là-bas il y a la vidéo, qui était montrée par les défilés de la Fashion Week de Paris. Alors, le matériel utilisé est issu du recyclage de bouteilles 100% Evian, est en matière recyclée et en étiquette des autocollants de polyester. Alors, et les emballages, ils sont créés par des cartons, et grâce à Yes. grâce à une forêt créée et artificielle. Sauf que Evian, il appartient à Danone, et Danone, c'est une entreprise qui a fait beaucoup d'impact contre la planète. Du coup, je pense que c'est pas une bonne collaboration. Et aussi, ça coûte cher l'économie. Bah en gros là, ce que vous êtes en train de m'expliquer, c'est que Balmain ils sont plus écologiques que Nike. C'est ça? Bien sûr. Ouais. Mais Balmain, c'est une marque de riche. Et Ça veut dire, moi j'ai pas les sous pour m'acheter Balmain. du coup, ça veut dire que pour être écologique, il faudrait qu'on achète des marques de luxe. Et c'est pas bien. Je trouve que c'est pas une bonne idée. Voilà. Ok. Yes. Du coup, et du coup, entre Balmain et Nike, vous choisirez d'acheter des habits de Balmain ou de Nike? Et la remise de prix, oui. La remise Ok. Alors, le micro frérot, le micro. T'inquiète, ma belle. J'en ai deux. Ok. Le micro frérot. Ok, du coup, on a choisi l'entreprise Nusa parce que du coup, le fait qu'elle puisse. Toi, dis-le, parce que moi, je sais pas. Mais moi je suis dyslexique. Je peux pas lire, voilà. Ok. Alors, T'inquiète. en gros, on a choisi l'entreprise Nusa parce que c'était 100% biodégradable, et ils se servaient de sucre de maïs pour faire leur fil, oui, leur fil. Et
Et du coup, bah, c'est bien. Je trouve que c'est bien. Voilà. On les applaudit. Merci. C'est bon. On les applaudit. Merci. Comme quoi, on peut voir que ça peut être un peu intense. Merci à vous d'avoir écouté. Merci pour votre courage. Et comme quoi, c'est parfois hyper impressionnant et faire des fiches, ça peut être pratique. Nous allons maintenant embarquer dans la rubrique Ville avec le lycée Simone Veil. Donc maintenant, on accueille Oyana, Alicia, Vasco et Lonines. Allez. Bonjour à tous, nous sommes ravis de vous retrouver sur le plateau de notre émission Planète Débat. Le débat du jour se fera en présence de nouveaux invités, accueillons-les. Maintenant, un maximum de bruit pour la scientifique Oyana Achigar-Ferret. Bonjour, merci de m'avoir invité sur le plateau. Un tonnerre d'applaudissements pour la philosophe Lonines Pavot. Mes salutations à toutes et à tous. Et pour finir, faites du bruit pour le journaliste Vasco Ferreira Diop. Merci de m'avoir convié à ce débat. Je suis très heureuse de vous accueillir aujourd'hui pour parler d'un projet qui a beaucoup fait parler ces dernières semaines, surtout du côté des écologistes. C'est le Willow Project. C'est un projet de forage pétrolier américain qui est en Alaska. Oyana, qu'en pensez-vous ? Alors, les conséquences de ce projet sont catastrophiques. Il ne faut pas oublier que c'est la plus grande exploitation pétrolière sur les terres fédérales, avec une production de plus de 576 barils de pétrole sur 30 ans et l'émission de 9,2 milliards de tonnes de CO2 par an. Donc, ça crée des effets dévastateurs pour nos populations et la vie sauvage. Donc vous insinuez que la vie des animaux est aussi importante non, et pas aussi importante que la vie de nous, êtres humains. 2 minutes. Il faut également dire que le site fait polémique, puisque c'est la plus grande zone inexploitée et l'un des derniers territoires vierges des États-Unis. Oui, mais les vies humaines... Vous connaissez la communauté des Nuiscuts. C'est un village qui se situe à proximité du chantier du projet. Et ils sont déjà affectés par la pollution toxique, les déversements de pétrole et les fuites de gaz. Ne vous coupez pas, s'il vous plaît, chacun a son temps de parole. Loni, vous, qu'est-ce que vous en pensez ? Eh bien, monsieur, à vous entendre parler, on dirait que vous êtes plutôt partant pour que toute notre nature se transforme en des villes comme Dubaï et New York. Visiblement, vous ne comprenez pas exactement ce que je veux dire, donc je vais parler avec des chiffres. Ce projet peut générer 2000 emplois, dont 300 à long terme. Donc c'est une aubaine économique, et c'est une aubaine économique pour l'indépendance énergétique des États-Unis. Donc c'est... Oui, attendez. Je vais reprendre, en fait, le téléphone... Oui, du coup, je disais que le projet, en fait, il peut générer 2000 emplois, dont 300 à long terme. Et donc, c'est une aubaine économique pour l'indépendance énergétique des États-Unis. Mais votre façon de penser, monsieur Vasco, vous amènera à faire partie des individus qui mourront du projet pour lequel vous êtes d'accord. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais c'est des milliers d'écosystèmes qui seront détruits, des milliards de vies qui seront enlevées, et les dommages donc seront irréversibles. Et puis, de plus, il faut savoir que c'est l'une des plus grosses bombes de carbone qui affectera nos futures générations. Et si je peux dire, si on continue cette décrépitude sur ce que la Terre nous a toujours donné, on va finir par vivre dans un air qui ne sera plus vivable pour nous, en fait. Oui, bon, bien, Vasco, vous qui avez tant à dire et qui soutenez tant votre projet. Qu'en pensez-vous ? En effet, nous dénigrons énormément ce projet, mais il comporte de nombreux avantages très importants, comme dans notre situation actuelle,
l'indépendance énergétique est plus qu'importante. Vous qui parlez d'énergie, vous devez connaître la sortie des énergies fossiles. Cela passe par le fait de limiter la consommation d'énergie de chaque pays. D'ailleurs, Joe Biden a promis de réduire de 50% à 52% les émissions de gaz à effet de serre par rapport à 2005 d'ici à 2030. Je suis désolée, mais le gouvernement américain est sur la mauvaise voie. Très bien. Merci à vous pour ce débat énergique. Pour avoir un avis concret, quoi de mieux que d'avoir l'avis du public? Je vais demander à ceux qui sont contre le Willow Project de se lever, si vous voulez bien. Vous pouvez vous rasseoir. Je vais demander à ceux qui sont pour le Willow Project de se lever. Merci. Ça a le mérite d'être clair. Je pense qu'on devrait tous être contre le Willow Project. Merci à nos invités et surtout merci à vous, le public, d'avoir fait vivre ce débat. Et je vous dis à très bientôt pour la nouvelle émission Planète Débat. Merci à tous. Merci. Pour le projet. Non, c'est bon. Nous allons vous expliquer en 2 points pourquoi nous avons élu notre projet. On a apprécié l'idée que son métier de pompier lui ait donné la volonté de faire plus et de créer ce projet. Et que cela préserve la mer à Marseille. C'est un projet... Marseille. Ouais, c'est le Green City. C'est le Green City. C'est un projet... Oui, vas-y, dis. C'est un projet en gros qui met en place un système qui permet de ramasser le plus de déchets possible dans la mer à Marseille. Merci beaucoup. Vive Marseille! Allez, on peut les applaudir. Et je ne fais pas du lobby marseillais, mais en gros, il y a un énorme problème de poubelle à Marseille. Et ils ont mis un système de filet qui permet, pendant les temps de pluie, qui envoie les déchets dans la mer, de les récupérer. Donc la pluie aide à ramasser les déchets. Voilà, c'était la petite parenthèse marseillaise que j'aime à rappeler. Les prochains à passer sur scène portent la rubrique la plus chaude, celle de l'énergie. Applaudissez le lycée Alfred Nobel avec Christiane, Maria et Prosper. Ah. Attends. Bonjour à tous. Aujourd'hui, en direct du sommet de Paris Change Now, nous avons la chance de recevoir une responsable de l'entreprise Bioeva Energy. Le projet est né en 2019 et verra le jour en 2024. Cette centrale est censée révolutionner l'énergie renouvelable en Afrique de l'Ouest. Madame Jabira, bonjour. Merci d'être parmi nous aujourd'hui. Pouvez-vous nous rappeler brièvement qu'est-ce que la biomasse ? Bonjour, merci de me recevoir. La biomasse est l'ensemble des matières organiques pouvant devenir une source d'énergie, soit directement employée bois et énergie, soit après une fermentation de la matière organique, biogaz, ou après une transformation chimique de la matière, biocarburant. Maintenant que l'on comprend mieux ce qu'est la biomasse, comment est né ce projet et quels en sont les objectifs? La création de la plus grande infrastructure énergétique en Afrique de l'Ouest sera donc un modèle adaptable aux autres bassins agricoles de la Côte d'Ivoire. Elle va permettre un développement durable de la Côte d'Ivoire et du secteur de l'électricité. Ces objectifs en seront deux: contribuer à une transition écologique et énergétique de la Côte d'Ivoire, un développement durable bien sûr, et répondre à un grand manque d'électricité, surtout dans les zones rurales, réduire sa consommation d'électricité, de l'énergie fossile, et la création de multiples emplois. Ce projet semble révolutionner l'énergie renouvelable en Afrique. Mais est-ce vraiment sans conséquence? Cette nouvelle forme d'énergie non polluante, à différence des autres sources d'énergie comme le thermique et le nucléaire, elle va assurer 42% de la consommation d'énergie en Côte d'Ivoire et répondre aux besoins d'électricité environ 1,7 million d'habitants par an. La centrale sera alimentée par 520 000 tonnes de résidus de déchets de palmiers, dont 12 000 sera assurée par des petits planteurs de la zone.
Son exploitation va permettre la création de multiples emplois et les agriculteurs verront leurs revenus augmenter de 20%. Bien évidemment, l'énergie à biomasse n'est pas sans conséquence, mais à l'inverse des autres sources d'énergie, son impact sera minime. Au vu du coût de la combustion, le prix de l'électricité va augmenter pour le consommateur. Et il risquerait d'avoir une dépendance au bois. Mais l'accès à l'énergie pour des millions d'Ivoiriens en vaudra plus que quelques sacrifices. Madame Djabira, pensez-vous réellement que les déchets de palmiers suffiront à alimenter votre centrale, ou bien allez-vous devoir utiliser d'autres bois au risque d'être confronté à la déforestation, comme la plupart des centrales européennes, dont leur énergie provient de la combustion de biomasse issue de l'abattage de pans entiers de forêts, bien souvent placés dans des zones protégées. Alors, ces projets ouvrent une voie à un nouvel élan dans le secteur agro-industriel. Elle assure, on peut dire même, elle promet, elle donne une promesse attrayante, mais qui ne sera bien évidemment sans risque. Qui ne sera pas bien évidemment, on va dire, sans risque. Et il n'y aura pas de déforestation, car il y aura des plantations qui seront dédiées à alimenter la centrale. Et les petits planteurs de la zone, bien évidemment, deviendront fournisseurs des déchets de résidus de palmiers à huile. Merci à vous pour votre intervention. Merci. Merci à vous. Nous avons fait... Tiens. Ça bug un peu. Nous avons fait le tour des stands. Nous allons vous expliquer en 2 points pourquoi nous avons eu notre projet. Tu veux lire? Raison 1. Utilisable dans différents domaines particuliers. Industrie agroalimentaire. Raison 2. Énergie propre et humanitaire. Innovateur au niveau de l'utilisation. C'est pour ces raisons que le projet qui remporte le prix coup de cœur de la jeunesse du lycée entre dans la catégorie énergie et Brorélas. Et Bioréal. Merci d'applaudir pour eux. Bravo à vous, parce que le sujet de l'énergie était peut-être un des sujets les plus complexes à traiter ici. Donc je suis vraiment, j'espère que vous êtes fiers de vous, c'était un vrai gros débat. On arrive maintenant à mi-chemin. Vous avez tout à l'heure posé des questions à des speakers qui ont déjà fait un bout de chemin personnel, vous en êtes encore au tout début. Et peut-être qu'il y a une personne qui vous a le plus touché. Personnellement, je suis toujours touchée par les personnes qui parlent de déterminisme social. Comment on sort de son cadre de départ lorsque la vie qu'on nous propose au début est un jeu auquel on n'a pas vraiment envie de jouer. Quand j'en parle à mes amis, moi je dis sortir de sa boîte de départ et même sortir de sa boîte quotidienne. Combien de fois vous sortez de votre zone de confort, par exemple, que vous allez à la rencontre de quelqu'un que vous ne connaissez pas? C'est un jeu auquel j'aime jouer au moins une fois par semaine. On avait envie de vous présenter quelqu'un qui a non seulement changé de boîte de départ, changé de boîte au cours de sa vie, mais il a aussi réussi à influencer la grande boîte dans laquelle toutes les boîtes sont rangées. Ça commence à être complexe. La société. Vous vous apprêtez à rencontrer ce qu'on appelle un grand patron. Ce ne sont pas mes mots, c'est les mots de Anne-Claire. Comment on passe d'un quartier défavorisé à grand patron? Qu'est-ce qui se passe quand on est outsider dans la vie? Qu'est-ce qui fait qu'il a non seulement gravi les échelons, mais qu'il a en plus voulu, et c'était un des premiers à le faire, à faire évoluer son monde et le nôtre? Mais qu'est-ce qu'il fait au juste? Je ne vous l'ai pas encore dit. Et ça, c'est parce qu'il va venir vous le dire. Veuillez accueillir Philippe Zawati de Mirova Fondation. Bonjour à toutes et à tous. Alors c'est le moment le plus difficile de la journée. On m'a dit que j'allais parler à des jeunes. Habituellement, quand je vais bosser, je suis dans la finance, mais quand je vais travailler, je suis en jean et en basket. Mais là, comme on m'a dit que j'allais parler à des jeunes, je me suis déguisé en vieux du coup. Et j'ai mis un costume. J'ai pas mis de cravate quand même, mais bon, j'ai mis un costume.
bravo en tout cas d'être là. Je pense que c'est vraiment très important que vous essayiez de comprendre un peu plus en détail les enjeux auxquels on fait face aujourd'hui. Et cet endroit ici, Change Now, est vraiment un endroit extraordinaire. J'imagine que vous avez pu rencontrer tout un tas de gens qui innovent, qui inventent des choses. Vous étiez, je sais, tout à l'heure devant notre expo photo de Mirova sur les glaciers. Et donc je crois que c'est très très important d'essayer de vraiment comprendre le monde dans lequel on est. Mais, c'est quelque chose que j'ai lu dans le bouquin de Camille Etienne, que vous connaissez peut-être, qui est une jeune activiste de 24 ans, et dont j'ai lu le bouquin ce week-end. Elle dit, surtout, il ne faut pas opposer... c'est pas une question de génération, il ne faut pas opposer les jeunes aux vieux. C'est pas ça le sujet. Aujourd'hui, il y a des gens qui veulent vivre dans un monde dans lequel on sera en équilibre avec la nature et dans lequel on va résoudre les problèmes que la société a créés au cours des dernières décennies, et puis d'autres qui ne le veulent pas. Et c'est ça la vraie fracture aujourd'hui. Ce n'est pas une fracture de génération. Quand même, je vais vous dire en quelques mots ce que je fais et d'où je viens. Jeannette parlait de Marseille tout à l'heure. Tu es de Marseille aussi? Marseille. Et donc, moi, je suis de Marseille. Je suis né à Marseille à la fin des années 60. Et j'étais dans ce qu'on appelle, j'habitais dans ce qu'on appelle, ce dont on parle à la télé très souvent en ce moment. Vous savez, ça s'appelle les quartiers nord de Marseille. Les quartiers nord de Marseille, c'est des quartiers qui sont censés être des quartiers difficiles. Et quand j'avais votre âge, quand j'étais étudiant au collège notamment, j'étudiais dans un collège dont le nom était assez prédestiné. Il s'appelait le collège Versailles, mais il y avait très peu de dorures dans ce collège, très peu de luminaires. C'était pas vraiment un château. Et aujourd'hui, quand on regarde le classement de ce collège, c'est considéré comme un des pires collèges de France. Pire, je ne sais pas ce que ça veut dire, mais soi-disant celui dont les résultats sont les plus mauvais. Et en fait, c'est de là que je viens, et c'est des choses qu'on n'oublie jamais. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je ne sais pas si en venant de ce type de collège-là, on peut faire la carrière que j'ai fait. J'espère que oui. J'espère que c'est encore possible aujourd'hui. Et cette question d'égalité des chances, de savoir d'où on vient et comment est-ce qu'on arrive à devenir ce qu'on est, c'est-à-dire de devenir un acteur dans le monde économique, c'est, je crois, un des vrais enjeux, un des vrais challenges qu'on a aujourd'hui. Moi, je rêvais d'être journaliste. Je rêvais d'être journaliste ou écrivain, ou éventuellement diplomate. Et puis, il se trouve que j'avais une tare extrêmement catastrophique dans le monde de l'éducation française, c'est que j'étais bon en mathématiques. Et quand on est bon en mathématiques, on fait des mathématiques. Et donc, j'ai fait des mathématiques, et puis ensuite, j'ai fait de la finance. Et j'ai fait de la finance comme on faisait de la finance dans les années 80. Je ne sais pas si vous avez vu ces films-là, Le Loup de Wall Street ou Wall Street. Vous voyez, c'est cette finance où on essaie de gagner le maximum d'argent possible. Ces salles de marché, ces gens qui sont greedy, comme on dit, c'est-à-dire qui ont l'appât du gain comme élément principal. Et j'ai fait 20 ans de carrière dans cette finance-là. Et puis au moment de ce qu'on a appelé la crise financière, vous étiez encore très jeune, c'était en 2007-2008, il y a eu une énorme crise financière. Une grande crise, ce qu'on a appelé la crise des subprimes, c'est tous les prêts immobiliers américains qui se sont mis à s'écrouler. Et donc ça a fait une grande crise financière internationale. Et au moment de cette crise financière, je me suis posé des questions, je me suis dit, mais est-ce que ce métier que tu fais, tu ne peux pas le faire différemment? Et donc je crois que ça aussi, c'est cette prédestination. La prédestination, elle est au début, quand on vient d'un quartier difficile, mais cette prédestination, elle est aussi après, quand on rentre dans une carrière et qu'on ne se pose pas de questions. Donc le vrai sujet, c'est de se poser des questions en permanence. Imaginer, rêver, oser, essayer de toujours bouger les lignes. Et donc c'est ce qu'on a fait avec d'autres, parce que c'est toujours une aventure collective quand on est dans ce genre de choses-là. Très important, l'aventure collective, on n'est jamais tout seul. Et c'est ce qu'on a fait. On a créé une entreprise dont vous avez vu quelques exemples de ce qu'on fait aujourd'hui, qui investit dans ce qu'on appelle le développement durable, qui investit dans l'ensemble des solutions pour que la planète soit meilleure dans les décennies qui viennent. Ça veut dire investir dans les énergies renouvelables, bien sûr, investir dans tout ce qui est les nouvelles formes de mobilité, investir dans la reforestation, dans comment est-ce qu'on fait de la meilleure agriculture aujourd'hui ici en Europe, mais aussi ailleurs, dans les pays en développement. On investit en Afrique, en Asie, en Amérique latine. Donc voilà, c'est ça l'histoire. Et c'est ça, je crois que si vous avez
quelques éléments à garder des quelques minutes que je viens de passer avec vous. C'est, je crois, ces quelques leçons-là. C'est-à-dire, d'abord, il n'y a pas de chemin ou de voie tracée d'avance. Il y a le chemin qu'on prend. Et c'est toujours des chemins de crête, les chemins qu'on prend. C'est toujours des choix. Je crois que le plus important, c'est d'essayer à tout moment de se dire on est une seule et même personne. Vous voyez, vous êtes des jeunes, vous êtes en train de construire votre personnalité. Et cette personnalité, elle est unique. Il n'y a pas une personnalité qu'on a quand on est avec ses parents ou avec ses amis, puis une autre personnalité qu'on a quand on fait des études, et puis une autre encore personnalité qu'on a quand on travaille et quand on est dans le monde professionnel. Et ça, moi, j'ai mis 20 ans à m'en rendre compte. J'ai mis 20 ans à me rendre compte que je pouvais avoir une même connexion, enfin, être moi-même, être fier de ce que je fais, non seulement à l'extérieur, le week-end, quand je faisais des activités associatives, sociales, politiques, et quand je fais mon travail, mon boulot tous les jours. Et aujourd'hui, il y a une vraie crise de sens aujourd'hui dans le travail que vous voyez partout. C'est-à-dire que les gens ne comprennent plus pourquoi ils vont travailler, au-delà des problématiques des difficultés avec les questions qu'on connaît sur le temps de travail, la retraite, etc. Mais au-delà de ça, quel est le sens? Pourquoi on travaille? Et ça entraîne des choses que l'on voit maintenant, notamment parmi les diplômés des grandes écoles ou les diplômés des écoles d'ingénieurs ou de commerce, qui disent on veut démissionner, on veut abandonner. Le monde tel que vous nous le proposez ne nous convient pas. Les études que vous nous proposez ne nous amènent pas vers là où on a envie d'aller. Et donc on démissionne, on change. Mais je crois qu'il faut à la fois faire ça, mais aussi se dire qu'il ne faut pas démissionner complètement. Et le monde de demain, c'est vous qui allez le construire. On est des passeurs. Et je crois qu'il y a une voie aujourd'hui, une possibilité, à condition de garder cette colonne vertébrale en permanence, de se dire qui je suis, qu'est-ce que je veux faire, quels sont mes rêves, quelles sont mes aspirations, comment est-ce que, y compris dans ma vie professionnelle, je vais y arriver. Voilà, le monde de la finance et des grandes entreprises est un monde quelquefois un peu, carnassier, difficile, conflictuel. Et on a souvent l'impression d'être déconnecté de la réalité. C'est la principale chose que j'ai apprise pendant cette crise financière en 2007-2008, c'était que on était enfermé dans une bulle quand on fait de la finance ou quand on est dirigeant d'une entreprise. Et un peu comme les politiques aussi, à un moment donné, on devient complètement déconnecté de la vie réelle. Et la finance, notamment, elle s'est totalement déconnectée de la vie réelle. Et ce qu'on a essayé de faire, nous, ces 10 dernières années, c'est de reconnecter cette finance, parce que l'argent est, malgré tout qu'on le veuille ou non, le nerf de la guerre et l'élément qui va permettre de faire développer des projets. Et donc on a essayé simplement de redonner du sens à cette finance. Ça veut dire, redonner du sens, ça veut dire retrouver de la confiance. Quand on prête de l'argent à des gens, quand on investit dans des projets, qu'est-ce qu'on fait? On fait simplement confiance à des porteurs de projets qui ont une idée et on leur fait confiance sur leur capacité à développer ces projets-là dans le futur. Voilà, j'espère que vous allez passer une très bonne journée, un très bon temps ici à Change Now. Et le changement, donc, c'est là, c'est maintenant et c'est à vous de le faire. Merci beaucoup. C'est super fort ça, j'adore. Merci Philippe.